À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à la Commission des institutions. Ayant constaté le quorum, je déclare donc la séance de notre commission ouverte. Je demande donc à toutes les personnes dans cette salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 62, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de remplacement ce matin. Très bien. Alors, nous entendrons cet avant-midi Mme Djemila Benhabib, l'Association des musulmans et arabes pour la laïcité au Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Alors, Mme Benhabib, bienvenue à la Commission des institutions. Vous disposez de 10 minutes pour votre exposé et ensuite, il y aura la période d'échange avec Mme la ministre et les porte-paroles des deux groupes d'opposition. Alors, à vous la parole, Mme Benhabib. Merci pour cette invitation pour émettre quelques commentaires sur un projet de loi important qui est en train d'être débattu ici. Madame la ministre, mesdames les députés, messieurs les députés, je vais commencer par émettre une appréciation d'abord d'ordre général sur le projet de loi et en même temps, je vais faire ressortir en fait les éléments qui, à mon sens, sont les plus dangereux. D'abord, s'agissant du titre, du contenu même du projet de loi, je constate l'absence du concept de laïcité, qu'on a remplacé en fait par un concept plus technique, plus froid, plus ambigu aussi, qui est celui de la neutralité religieuse. Alors, le législateur préfère éclipser un concept inclusif, qui est celui de la laïcité, qui renvoie au principe du respect de la liberté de conscience, de l'égalité des croyants et des non-croyants et de l'universalité de la loi au profit d'un concept qui est, ma foi, ambigu, qui est flou. Ce nouveau concept de neutralité religieuse de l'État laisse croire que le rôle de l'État est d'arbitrer le religieux. Nous sommes clairement dans une démarche de reconnaissance du religieux qui tranche avec l'histoire du Québec, qui s'est inscrit depuis la Révolution tranquille dans un processus de rupture avec le religieux. Ce que cherche à faire ce projet de loi, à travers ce concept-là de la neutralité religieuse, c'est en réalité multiconfessionnaliser l'État québécois, à travers la reconnaissance des religions des minorités. Et bien entendu, l'argument juridique qui le permet, qui va donc permettre ce nouvel habillage de l'État, c'est le concept de l'accommodement religieux. Ce que cherche à établir ce projet de loi, c'est l'obligation d'accommodement absolu. Alors, je résume mon appréciation. Il y a dans ce projet de loi clairement une faiblesse théorique, d'abord dans l'usage des concepts. Une pauvreté intellectuelle qui, disons-le, traduit trois choses essentielles. D'abord, un manque de vision, une incompréhension de la réalité, notamment celle que vivent nos professionnels en santé et en éducation, qui sont venus témoigner ici même pour dire qu'il y a des problèmes, celle que subissent des femmes des minorités issues des minorités culturelles qui sont prisonnières des pressions de leur milieu, et le législateur semble en réalité totalement indifférent et insensible au combat de ces femmes pour leur émancipation. Nous avons vécu ici un quadruple crime d'honneur en 2009. Nous sommes la seule démocratie occidentale à avoir connu un tel drame. Et on dirait qu'on a déjà oublié quel était l'objet de la confrontation au sein même de cette famille musulmane afghane. On dirait qu'on préfère mettre un voile sur cette histoire, la reléguer à un simple fait divers, l'oublier carrément, car en effet, elle est un peu gênante pour nous. Voilà des jeunes filles qui souhaitent vivre en femmes libres et nous avons été incapables de leur offrir les conditions minimales de l'exercice de leur liberté, c'est-à-dire leur garantir leur propre sécurité. Bref, nous avons failli collectivement, nos institutions ont échoué. Et pire encore, 7 années plus tard, au lieu
de corriger donc ce terrible manquement, c'est-à-dire énoncer clairement qu'il y a des principes non négociables au Québec, et en particulier celui de l'égalité et du respect donc, des femmes, eh bien, nous nous apprêtons à valider le port du tchador dans nos institutions publiques et ouvrir la porte au port du voile intégral. Alors, vous me permettrez ce commentaire spontané, j'ai envie de dire, mais quelle farce. Je me demande si nous sommes condamnés à oublier notre histoire collective, marquée par des luttes incessantes pour faire avancer les droits des femmes et la laïcité. C'est d'ailleurs le troisième reproche que je fais à ce projet de loi, une cécité historique. C'est comme si la société québécoise ne s'inscrivait pas dans l'histoire, c'est comme si nous n'avions pas façonné notre évolution à travers la Révolution tranquille, c'est comme si nous n'avions pas déconfessionnalisé nos écoles, c'est comme si nous ne nous étions pas battus pour soustraire les femmes de l'autorité de l'Église et de celle du mari. Ce gouvernement affiche un mépris par rapport à ces luttes collectives et fait fi des avancées historiques en matière d'égalité, puisqu'avec ce projet de loi, il veut forcer la main de nos institutions en normalisant des symboles de domination des femmes brandis par des pays totalitaires comme l'Iran et l'Arabie saoudite. Voilà à quoi nous sommes réduits avec ce projet de loi. Mais le plus grotesque dans cette tentative de banalisation et de normalisation du voile dans nos institutions publiques, c'est que le gouvernement prétend le faire, soi-disant en respectant la diversité. Alors, je vais être claire par rapport à cet aspect-là. Cette conception de la diversité qui consiste à tenir compte que des extrêmes et jamais des plus modérés, cette conception de la diversité, du respect de la diversité, de la liberté de religion, est une insulte pour la majorité des immigrants qui vivent dans le respect des lois et des exigences de la modernité et de la vie en société au Québec. Vous vous rendez compte que ce gouvernement s'apprête en réalité à amalgamer l'écrasante majorité des musulmans avec une minorité d'islamistes. Et cela, pour moi, à mes yeux, c'est inacceptable. Le voile n'est pas notre exigence, sont venus dire, défendre des personnes issues des communautés musulmanes. En instaurant un droit de religion, en cédant aux extrémistes les plus radicaux, le gouvernement cherche à légitimer une posture radicale de l'islam au sein même de nos institutions. Il fragilise ainsi notre État. Il contrarie le processus de laïcisation de nos institutions et de notre société et hypothèque l'avenir de nos enfants. À moyen terme, les conséquences d'une telle démarche vont être désastreuses. Notre société va se fragmenter en raison de l'exacerbation des revendications religieuses. Nous le vivons d'ailleurs déjà. Ce processus de communautarisation va déboucher sur un repli identitaire de plus en plus grand. Chacun va vouloir en réalité se référer à son clergé, s'inventer un clergé et évidemment revendiquer donc ses bébelles ici et là. Ce projet de loi va nourrir le racisme à l'égard des musulmans, car il fait l'amalgame entre musulmans et islamistes et il laisse croire que les musulmans ne peuvent pas vivre et s'adapter au Québec tel qu'il est aujourd'hui. Il faut baisser les standards et les normes, nos exigences en matière de laïcité et d'égalité à chaque fois qu'il s'agit des musulmans, prétend le gouvernement. Ceci est une grave erreur de jugement. Les musulmans ne demandent rien d'autre que de vivre comme l'ensemble
des citoyens québécois et québécoises et de réaliser pleinement donc, une vie respectueuse des règles et des normes. Par ailleurs, pour les islamistes qui sont dans une démarche politique qui vise à reconfigurer nos institutions publiques et nos institutions étatiques, eh bien, la vision est différente. Comment ne pas voir cet éléphant dans la pièce ? Comment accepter de faire dans ces conditions de la liberté de religion un droit absolu de religion ? Certes, nos chartes garantissent la liberté de religion. Cependant, il y a une différence entre la liberté de religion et l'expression de la liberté de religion, encore plus entre l'expression absolue de la liberté de religion. Or, avec ce projet de loi, il n'y a plus aucune nuance, il n'y a plus aucune barrière entre l'ensemble de ces contextes, de ces concepts, et c'est cela qui est le plus inquiétant. Merci, Mme Benhabib. Votre temps est expiré. Maintenant, on va débuter la période d'échange. Merci pour votre exposé. Madame la ministre et députée de Gatineau, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame Benhabib, merci de votre présentation. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre dans le cadre des consultations. Merci de votre engagement. J'aimerais vous entendre parce que vous avez votre conception de la laïcité. Il y a différentes conceptions de la laïcité. Autant vous disiez que le concept de la neutralité était, à votre avis, flou, bien que reconnu dans les décisions de la Cour suprême, il y a aussi des conceptions différentes de la laïcité. Et on a certains groupes qui se sont présentés au cours des dernières semaines ont mentionné cet état-là. D'ailleurs, un des invités de la semaine dernière nous expliquait qu'il y avait cette laïcité républicaine un petit peu plus rigide, qui était la laïcité à la française, puis la laïcité ouverte qui défend un modèle qui est axé sur la liberté de religion. Vous entendez tout à l'heure vous exprimer à cet égard-là, qui était sur la protection. En fait, la laïcité ouverte est axée sur la liberté de conscience, la liberté de religion. Et donc, la neutralité de l'État est plutôt dans les interactions et non dans le visage de cette diversité qui va s'exprimer sur le terrain. La manifestation d'une appartenance ou d'une croyance religieuse n'est pas à proprement dit proscrite. Alors, j'aimerais vous entendre parce que ce que je crois qui... et peut-être à tort, vous êtes davantage tenante d'une laïcité qui est plus rigide et qui s'exprime de façon plus homogène. Est-ce que je me trompe? Madame Benhabib. Oui, merci. Alors, oui, vous vous trompez. Je ne suis pas rigide. Je crois tout simplement ce grand concept philosophique qui est celui de la laïcité, qui est issu de la Révolution française, des philosophes des Lumières. Je n'ai pas honte de dire que oui, mon maître, c'est Voltaire, comme Bordua d'ailleurs, comme différents philosophes, comme Averroès et ainsi de suite. L'humanité est une, ce n'est pas parce qu'une idée est née quelque part dans le monde qu'on ne doit pas la reprendre à son compte. J'estime que le principe de la liberté, que le principe de l'égalité, que le principe de la fraternité, ce triptyque républicain est universel et je m'en réclame. Par ailleurs, s'agissant de la laïcité, il y a en effet deux visions. Il y a une laïcité de rupture par rapport aux religieux. C'est la démarche historique de la nation québécoise. Nous avons rompu avec l'Église. Et il y a une démarche de reconnaissance des religions, c'est-à-dire l'État va arbitrer. D'abord, l'État va reconnaître les religions et va arbitrer les religions. Donc ça, c'est la démarche anglo-saxonne. Et en réalité, c'est une démarche qui se reconnaît donc dans les fondements du multiculturalisme, en ce sens que les religions sont bienvenues dans les affaires de la cité, que les religions, eh bien, on ne les tient pas loin des affaires de la cité, ce qui déroge avec l'expérience historique du Québec que nous avons connue, c'est-à-dire nous avons choisi historiquement de rompre avec la mainmise de l'Église. Nous avons déconfessionnalisé nos institutions publiques, nous avons déconfessionnalisé nos écoles, nous nous sommes distanciés du religieux, et ma foi, ce que nous prenons collectivement, c'est de vivre la religion avec
modération. Alors, je ne vois pas ce qu'il y a de rigide dans cette démarche-là. En fait, le qualificatif n'était pas, ne vous visait pas, mais visait la conception. La laïcité était qualifiée comme une conception de laïcité rigide et non, et le qualificatif ne vous était pas destiné d'aucune façon, soyez-en assurés. J'aimerais, dans cette démarche-là, donc, je comprends que pour vous, la présence de signes religieux portés par un individu dans le cadre d'une fonction à l'intérieur de l'État il ne devrait pas y avoir de part de signes religieux de la part des gens qui œuvrent au sein de l'appareil, au sein de l'État, peu importe le signe. Je sais que votre présentation a été axée principalement sur le port du voile, mais vous comprendrez que lorsqu'on légifère, on ne légifère pas, on ne vise pas une religion. Si on met de côté toute la question du port des signes religieux, ce sont l'ensemble des religions qui seront visées. Et donc, est-ce que dans votre vision et dans votre mise en œuvre de cette laïcité, est-ce qu'il va sans dire que les signes religieux ne doivent pas faire partie de l'espace public, de l'espace de travail de ceux et celles qui œuvrent au sein de l'État? Madame Benhabib. En réalité, l'élément constitutif de la modernité, de façon générale, c'est la distanciation avec le religieux. Toutes les démocraties dignes de ce nom qui, disons, ont pris leur distance avec leur religion peuvent espérer donc être d'abord des sociétés beaucoup plus humanistes, des sociétés où il règne une certaine tolérance, des sociétés qui ont acquis des avancées considérables en matière de droit à la diversité sexuelle, de droit à l'égalité, une éducation de qualité, une éducation rationnelle. Donc ça, ce sont les exigences de la modernité. Et donc, inscrire le Québec dans le sillage de cette histoire de la modernité, je pense qu'il est temps de le faire, qu'il est temps de poursuivre cette démarche historique. Par ailleurs, les États qui, eux, affichent encore aujourd'hui une crispation par rapport aux religieux, ce sont des États qui sont marqués par une fragmentation, par de la violence, par des guerres, dans le pire des scénarios. Nous vivons dans des États démocratiques où il y a une dualité entre l'espace privé et l'espace public. L'espace public ne peut pas être la continuité de l'espace privé. C'est l'élément d'ailleurs constitutif de la modernité, c'est que nous avons deux espaces qui sont distincts. Et les institutions publiques est un espace qui est commun. Qui est commun à qui ? À des croyants et à des non-croyants. Donc, dans cet espace-là, cette exigence de neutralité pousserait le législateur à interdire le port de tous les signes religieux parce que c'est une atteinte à la liberté de conscience des non-croyants. Les non-croyants et les non-croyants, dans ce pays-là, doivent avoir exactement le même traitement. Or, la norme de l'accommodement religieux, c'est précisément de briser l'égalité, c'est de briser l'universalité de la loi. Donc c'est une grave atteinte aux principes démocratiques. Et donc c'est pour ça que majoritairement les Québécois, lorsqu'ils ont eu à s'exprimer concernant le port des signes religieux au sein de la fonction publique, ils ont affiché une frilosité, c'est-à-dire qu'ils sont réfractaires parce que précisément la neutralité de nos institutions publiques constitue en quelque sorte la force de notre État, la pérennité de nos institutions, la continuité de notre histoire et notre appartenance à la modernité. Madame la ministre. Je trouve intéressant, nos échanges en consultation sont intéressants parce qu'on peut avoir des conceptions différentes de la modernité. Moi, je vous dirais, on a vu
peu ici à l'Assemblée nationale, bien qu'on ait eu des élus des communautés autochtones. Je pense à notre collègue Alexis en 2007, mais on a du côté fédéral, on a eu au cours des dernières années des élus qui ont affiché leur croyance religieuse. Je pense à l'abbé Gravel qui portait son col romain pour siéger à la Chambre des communes. Je pense à notre ministre actuel de la Défense qui porte le turban sikh. Et pour certains, cette réalité-là, elle appartient également à la modernité. Et elle appartient à notre réalité. Et donc, l'échange que nous avons est intéressant parce que pour vous, ce que je comprends, c'est que cette modernité, ce passage dans l'ère de la modernité se manifeste par une absence de signes religieux dans l'espace public afin d'assurer de préserver le droit et la liberté de conscience des non-croyants. Et parce que c'est ce que vous disiez à la fin. Et alors que, pour d'autres, cette modernité s'exprime en n'émettant pas de préjugés ou en n'ayant pas de préjugés dans la prise de position décisionnelle à l'égard de la manifestation ou de l'absence de manifestation d'une croyance religieuse. Concept différent, conception différente, perception différente, mais intéressante. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus concernant cet autre aspect de la modernité qui est plutôt d'avoir dans l'espace public ces manifestations qui se côtoient et qui se respectent. Madame Benhabib. Oui, en réalité, vous venez de confirmer ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous ne tenez pas compte de l'histoire du Québec, vous ne tenez pas compte de la singularité de la nation québécoise, vous prenez à votre compte exactement le modèle fédéral multiculturaliste canadien. Voilà, donc en réalité, je m'inscris dans l'histoire du Québec. Lorsque René Lévesque décide de suspendre la prière, lorsqu'il décide de soustraire la prière de notre Assemblée nationale et d'offrir donc cette minute de silence pour tous les parlementaires, c'est un signe de grande modernité. Qu'est-ce qu'il nous dit en réalité? Il nous dit que la religion, que la spiritualité, que l'option philosophique est quelque chose d'intime. Elle n'a pas à être exhibée. Chacun la vit dans son cœur, chacun la vit dans son être. Et donc, afficher d'une façon ostentatoire des signes religieux m'apparaît totalement incompatible avec le respect de l'autre. Vivre en société exige de nous le respect de l'autre, exige de nous une forme de modération. Or, les gens qui ont choisi d'exhiber leur choix spirituel ou religieux, qui sont devenus en quelque sorte les porte-étendards dans le pire des cas d'idéologie totalitaire, je pense qu'il faut leur dire que le rôle de l'État québécois, ce n'est pas de valider ces choix-là, ce n'est pas de normaliser ces choix-là. Le rôle de l'État québécois, c'est de leur dire qu'il y a une frontière entre leurs croyances religieuses et entre ce que nous représentons collectivement. Je pense qu'il y a des valeurs qui ne sont pas acceptables en démocratie. Je pense qu'il y a des pratiques religieuses qui sont condamnables en démocratie. Et je pense que le rôle du législateur est de dire cela, et de clarifier cela, et de défendre la démocratie, et de défendre la liberté de conscience, et de défendre le droit des homosexuels, et de défendre l'émancipation des femmes qui souhaitent se soustraire de la pression de leur communauté. Je pense que c'est ces messages que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui dans un monde qui est fragmenté, menacé par la recrudescence des intégrismes religieux qui menacent en particulier les droits des femmes. Je crois que pour ce qui est de la protection et de
du respect et de la protection des droits des communautés LGBT, ce gouvernement a posé des gestes quand même assez historiques. Je tiens simplement à vous rappeler que l'expression de genre a été inclue à titre de motif de discrimination dans la Charte par celle qui vous adresse la parole en ce moment. Alors, s'il y a quelqu'un, puis je pense que ma collègue de Taschereau le sait, qui a travaillé, un gouvernement qui a travaillé pour soutenir les communautés LGBT, ça a été notre gouvernement qui a aussi mis la première politique et plan d'action pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Alors, je veux simplement vous dire que ce travail-là se fait et nous avons également, et ici, les collègues autour de la table, nous avons aussi travaillé à resserrer certaines mesures législatives à travers le projet de loi 59. On a beaucoup parlé du projet de loi 59 sur le discours haineux. On a peu porté attention à tout le travail qui s'est fait quand même pour venir resserrer les dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse et des dispositions concernant le mariage afin de donner suite notamment à un rapport fort éloquent du Conseil du statut de la femme qui faisait suite à l'affaire à laquelle vous avez fait référence un petit peu plus tôt dans votre présentation, l'affaire Chafia. Parce qu'il y avait lieu de resserrer certaines dispositions pour protéger davantage les femmes et les filles qui parfois sont aux prises dans un tourbillon assez préoccupant. Alors, je comprends qu'on puisse ne pas être en accord sur la façon d'aborder la neutralité ou la laïcité, ça, je comprends ça, mais il faut quand même reconnaître que nous avons posé des gestes législatifs au cours des 2 dernières années qui sont quand même non négligeables. Merci beaucoup, Madame la ministre. Ça met une fin à ce bloc d'échange. Maintenant, vers l'opposition officielle et Madame la députée de Tachereau pour votre bloc d'échange avec notre invité. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Jamila Benhabib. Bienvenue à cette commission parlementaire. Une petite introduction sur les LGBT. Effectivement, ça a été un bon geste. Mais avant de se placer dans une perspective historique en disant qu'on est le gouvernement qui a fait le plus, on se rappelle que le gouvernement de Rebelle-Lévesque a inscrit l'orientation sexuelle dans la Charte des droits et libertés, que l'union civile a été adoptée sous Paul Bégin, ministre de la Justice et tout. Fait que l'histoire est en marche. Il faut savoir se situer là où on est et comprendre où on est. Et je pense que dans ce cas-ci, vous nous ramenez à la compréhension d'où on en est historiquement. Vous avez dit une phrase importante pour moi. On est, puis elle est forte, là. Ce projet de loi est un cas de cécité historique. L'autorité de l'Église et du mari on la tassait, on l'enlevait dans l'histoire du Québec. Et pas seulement l'histoire des femmes du Québec. C'était le combat des femmes, mais c'était aussi, s'ils sont joints, le combat des hommes et des femmes. Et j'aimerais ça que vous me dites pourquoi votre constat est si dur. Parce que cécité historique, ce sont des mots forts. Ben, écoutez... Avec lesquels je suis en accord. Madame Benhabib. Pardon, excusez-moi. Ben, écoutez, en fait, moi, mes exigences à l'égard de ma société, c'est de l'amener toujours vers le meilleur. Je ne suis pas motivée par éviter le pire. Or, ce projet de loi, c'est vraiment l'impression qu'il donne. C'est-à-dire, on est là vraiment pour éviter le pire étant le port du voile intégral. En fait, je ne peux pas accepter un tel renoncement de 50 ans de lutte collective. Nous en sommes rendus à ça, à nous questionner si nous devons accepter le port du voile intégral au sein de nos institutions. J'ai envie de rire, sincèrement. Écoutez, les Québécois, les Québécoises méritent mieux. Ils méritent de vivre dans une société qui est franchement démocratique, où nous défendons les valeurs démocratiques, les valeurs de l'égalité, les valeurs de la liberté de conscience, pour ultimement tendre vers la fraternité. Le but de vivre ensemble, ce n'est pas d'ériger des murs entre les uns et les autres, ce n'est pas le repli communautaire, mais c'est précisément pouvoir construire du commun ensemble. Et le rôle du politique, c'est ça. Et donc, faire fi de ce processus historique, mais
j'ai envie de dire, pourquoi avons-nous déconfessionnalisé les écoles? Ça a été un moment très fort que nous avons vécu collectivement. D'ailleurs, celle qui a mené ce combat-là, enfin celle qui a conclu ce combat-là, parce que ceux qui l'ont mené, c'est évidemment les Québécoises et les Québécois et les associations laïques, c'est Madame Marois. Pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça pour revenir aujourd'hui en arrière, pour nous demander si, eh bien, nous devons accepter l'exacerbation des revendications identitaires de quelques groupes minoritaires. Vous avez dit aussi que ce projet de loi-là normalise le niqab. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, après avoir entendu les auditions qu'on a eues, parce qu'il y a une exception, et que l'exception est très large. D'autant que ce projet de loi-là, et là, ça a été clair dans le discours de la ministre, elle se colle sur la valeur multiculturaliste canadienne, et toute la jurisprudence canadienne fait qu'une femme a pu prêter serment avec un niqab. C'est vraiment là, l'image où on a eu plus en pleine face là, à quel point ce multiculturalisme ou cette jurisprudence pouvait permettre des choses qui sont inacceptables à la grande majorité des Québécois et des Québécoises, clairement. Or, c'est drôle, hein? C'est ça, le niqab, c'est d'abord un outil d'oppression féminine. C'est d'abord un outil, ça vient du wahhabisme, on le sait, ça vient de l'étranger, ce n'est pas une valeur québécoise que de travailler à visage couvert comme ça, mais ça ne touche que les femmes. Ce sont que les femmes qui sont obligées d'avoir le... Tu sais, des fois, on dit, oui, mais dans ce projet de loi-là, ça ne touche que les femmes. Mais oui, mais justement, le voile ne touche que les femmes, ce voile intégral. Parce que et là, je ramène à votre phrase, c'est l'autorité du mari. C'est l'influence de l'Église et du mari qui est là. Il y a une forte pression dans la communauté, qu'on nous a dit, dans la communauté maghrébine, dans la communauté arabe, de la part des gens qui sont des croyants plus intégristes. Il y a une forte pression pour amener le reste de la communauté. Par exemple, les hommes sont venus, il y avait des hommes, parce que c'était des hommes qui étaient autour de la table, les Africains, les Nord-Africains pour la laïcité disaient, il y a une forte pression pour qu'on aille au lieu de prière. Quel est le type de pression que vous pouvez sentir autour de vous dans la communauté sur les femmes? Madame Benhabib. Oui, merci. Écoutez, ce qu'attendent les femmes, disons, qui ont choisi l'émancipation de l'État québécois, c'est qu'il les aide à acheminer dans ce sens. Et donc, qu'ils soient véritablement laïque, que l'État québécois soit véritablement laïque, parce que... Protège. Absolument, que l'État les protège, que l'État assume aussi ces grandes valeurs qui incarnent la démocratie. Je veux dire, tout à l'heure, j'ai évoqué la terrible histoire Chafia. Pourquoi nous avons été en fait incapables de les protéger? Parce que nous n'avons pas compris la nature de la confrontation qui existait au sein de cette famille-là. Et donc, par conséquent, on n'a pas pu les aider. Donc, pouvoir leur offrir les conditions de leur émancipation, c'est minimalement ne pas reprendre à son compte, c'est-à-dire que l'État québécois ne reprenne pas à son compte les symboles d'asservissement des femmes. Or, c'est ce que s'apprête à faire, ce projet de loi-là. Donc, en réalité, ce projet de loi tend à normaliser ce qu'elles-mêmes combattent dans leur vie de tous les jours. L'asservissement, donc l'autorité du père, l'autorité du frère, mais l'autorité plus largement de la communauté, parce qu'on sait très bien que les femmes sont l'otage, en quelque sorte. Enfin, je parle évidemment des femmes qui ont fait le choix de l'émancipation. Eh bien, il y a des pressions qui sont énormes, qui sont exercées sur elles. La communauté les regarde, la communauté les juge, la communauté les excommunie. Je suis bien placée pour le savoir. Lorsque j'ai publié ma vie à contre-Coran, écoutez, j'ai subi d'énormes pressions pour ne plus parler, pour ne plus dire, pour ne plus témoigner de l'intérieur. Parce que nous, lorsque nous témoignons, nous savons ce qui se passe. Nous avons vécu des choses. Et ce qui nous chagrine,
en réalité, c'est qu'on ne tient pas compte ni de nos combats, ni de nos aspirations, ni de notre analyse, qui est pertinente à ce moment historique, eh bien, que vit non seulement le Québec, mais que vit le monde entier. Vous Une minute, dites, Madame la députée. Reste oui, une on minute. ne tient pas compte du combat des Québécoises et on ne tient pas compte du combat des Québécoises qui ont vécu à l'interne le poids de la religion. Avant de vous quitter, Madame Benhabib, Jamila Benhabib, je veux remercier les gens qui sont ici. Ce sont les juristes de l'État qui sont derrière nous. C'est une manière d'appuyer leur greffe que de dire bonjour, bienvenue, vous êtes silencieux et tranquille derrière. Nous savons que vous menez un combat. Alors, je remercie de votre présence. Merci beaucoup, Mme Benhabib, pour ce témoignage. Merci beaucoup, Madame la députée de Tachereau. Maintenant, vers le deuxième groupe d'opposition et la députée de Montarville. À vous pour votre bloc d'échange avec notre invité. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Benhabib. Toujours un plaisir de vous voir, un plaisir de vous entendre. Quelle lucidité, quelle vérité. J'ai peu de temps et je veux dire que vos propos, ça me touche toujours quand je vous entends. Et je voudrais vous remercier personnellement, mais vous remercier au nom de tous les gens qui pensent comme vous, puis ils sont plusieurs au Québec. Et vous remercier pour le combat que vous menez sur plusieurs fronts depuis des années. Et sur le plan personnel, vous parlez de votre livre tout à l'heure, mais je crois que vous avez vécu des choses, des expériences. Vous avez connu justement les horreurs de l'islamiste, l'Algérie. Et je me dis, et ça m'attriste de voir qu'il semble y avoir une sourde oreille dans ce projet de loi, qu'on ne semble pas entendre ces voix, vos voix, mais la voix de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui ont quitté, entre autres, l'Algérie dans les années 90 pour venir vivre au Québec avec nous en paix. Ça me touche profondément. Je vous entends et je suis d'accord avec vous. Je tente de porter le même message parce que je vois dans ce projet de loi 62 les mêmes choses que vous, un projet de loi qui n'entend pas votre voix. Et j'ai pris des notes. Vous avez dit j'ai pris des notes, beaucoup de notes en tant qu'ancienne journaliste. Et vous dites des choses. On s'apprête à valider le port du tchadar dans nos institutions publiques, mais quelle farce! Je pense la même chose que vous. Pourtant, personne ne réagit du côté du gouvernement. On n'a aucun problème. Vous dites c'est une tentative de banalisation et de normalisation des voiles dans nos instances, soi-disant en valorisant la diversité, mais toujours en faveur des minorités islamistes. Ça, j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu, puis après, j'ai un autre sujet, j'ai pas de temps. Quelles seront, selon vous, les conséquences de l'adoption d'un projet de loi 62 tel qu'il est? Sur, entre autres, vous et les femmes et les hommes qui ont quitté des pays où on a connu les affres de l'islamisme. Alors, quelles seront les conséquences d'un projet de loi 62 adopté tel qu'il est? Madame Benhabib. Oui, merci. D'abord, s'agissant des communautés musulmanes, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'une seule communauté, compte tenu du fait qu'elle est hétéroclite, qu'elle est plurielle, et donc elle est traversée par différents courants. Évidemment, il y a des extrémistes, mais il y a aussi des modérés qui sont, disons, la grande majorité, et qui ne demandent rien, en réalité. Que demandent-ils, sinon l'amélioration de nos institutions? Je veux dire, on demande quoi? On demande un système éducatif de qualité pour nos enfants, on demande un système de santé de qualité pour nous soigner, on demande pouvoir accéder à une offre culturelle importante. Bref, nos exigences sont exactement les mêmes que ceux de n'importe quelle Québécoise et Québécois. Or, ce qu'on nous dit en réalité, c'est que ce n'est pas ça qu'on veut nous offrir. On veut nous enfermer dans une prison religieuse et identitaire. On nous dit, vous n'êtes que ça. Vous n'êtes pas citoyen. Vous êtes des sujets religieux. Et ce que vous méritez, c'est en réalité bien qu'on accepte quelques bébelles religieuses. S'agissant des conséquences donc gravissimes que s'apprête donc à engendrer ce projet de loi, c'est une augmentation du racisme. On veut distiller dans la tête des Québécoises et des Québécois que finalement, l'ensemble des musulmans demandent des accommodements de type religieux. Ça, c'est inacceptable. On est en train de faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. Et ça, en réalité, ça va nuire aux musulmans.
ça va engendrer une forme de crainte. Les employeurs vont avoir peur d'engager des musulmans. Ils vont se dire, mais si je les engage, et comme j'ai l'obligation donc d'accommoder, je vais me retrouver avec des poursuites judiciaires. J'ai d'ailleurs pu recueillir des témoignages de médecins. J'ai recueilli des témoignages de directeurs d'école. J'ai recueilli des témoignages d'enseignants qui font face à des pressions et qui ont cédé parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire à des procès longs et coûteux. Donc, ultimement, ce projet de loi, c'est une formule perdant-perdant. Il n'y a personne qui est gagnant. Autant la société d'accueil est perdante parce que on va vivre l'effritement de nos institutions publiques de l'intérieur, et autant la grande majorité des immigrants vont être aussi perdants parce qu'on les amalgame à des revendications extrémistes. J'ai très peu de temps. Vous avez dit quelque chose d'hyper pertinent. Naturellement, on n'y a pas... La notion de laïcité n'est pas inscrite, là, ce qui me choque profondément également. De laïcité, voilà, on ne parle que d'une neutralité floue, je suis d'accord avec vous, une neutralité qui permet tout, finalement. Et vous nous avez dit qu'il y a une différence à faire entre la liberté de religion et l'expression de la liberté de religion. Dans une démocratie, il y a des choses qu'on ne peut pas tout accepter des religions parce qu'elles viennent des religions. Je vous laisse aller là-dessus, cette différence-là, et je pense que certaines personnes ne la voient pas, mais moi, je la vois, et je pense comme vous que la religion devrait être une chose personnelle, privée, mais allez-y, entre cette différence de liberté de religion et l'expression de la liberté de religion. Écoutez, En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, En 30 celle secondes. qui m'a ouvert les yeux, qui m'a éclairé sur ce sujet-là, c'est indéniablement Claire Leroux-Dubé, donc qui travaillait donc qui siégeait à la Cour suprême et qui précisément critique les accommodements donc soi-disant raisonnables parce que il ouvre la porte au droit à l'intégrisme religieux. Donc, lorsqu'on ne fait plus de différence entre la liberté de religion et l'expression de la liberté de religion, lorsqu'on dit que la liberté de religion est pratiquement absolue, eh bien, ça normalise l'intégrisme religieux. Merci beaucoup, Madame Djemila Benhabib, pour votre contribution à nos travaux. Je suspends quelques instants et j'invite les représentants de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec de prendre place à notre table. Alors, on suspend quelques instants.